Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h31, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Sud Radio, dont Parlons Vrai chez Bourdin, jusqu'à 12h30. Vous allez avoir du direct, de l'actualité, évidemment, vos interventions, 0826 300 300. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos avis, de vos témoignages. Racontez-nous ce que vous vivez. Nous allons parler de divers sujets avec de nombreux invités d'ici 12h30. Le Soudan d'abord. Les combats se poursuivent entre armées régulières et paramilitaires, ainsi que les évacuations des Occidentaux. Nous allons comprendre ce qui se passe au Soudan dans un instant. Les rodéos urbains en France, à scooter ou à moto, doit-on autoriser les policiers à aller au contact, à percuter volontairement ces scooters ou ces motos? Le débat est ouvert, ça existe en Grande-Bretagne. Nous allons en parler évidemment sur l'antenne de Sud Radio dans quelques minutes et vous allez intervenir 0826 300 300. Emmanuel Macron veut s'impliquer davantage, aller le plus souvent au devant des Français. Emmanuel Macron réélu il y a un an. Emmanuel Macron, vous avez la parole sur Sud Radio. Qu'en pensez-vous? Quel bilan faites-vous? Lui faites-vous encore confiance? Allez-y. Vous intervenez 0826 300 300. À 12h10, je recevrai Cécile Rilhac, qui est députée apparentée Renaissance, absente lors du vote de la motion de censure sur la réforme des retraites. C'est à préciser. Elle est critique, hein. Elle est limite, elle a pris ses distances avec Emmanuel Macron. 11h midi, débat sur Sud Radio. À partir du 1er janvier prochain, 2024, les petits excès de vitesse inférieure à 5 km/h ne seront plus sanctionnés que par une simple amende. Mesure de bon sens ou pas? Là aussi, nous allons engager le débat avec vous. Vous allez y participer. 0826 300 300. Je vous mettrai à l'antenne, c'est promis, entre 11h et midi, donc 1 heure consacrée à ces petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h qui ne seront plus sanctionnés. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours de 10h à midi, de 10h30 à 12h30, votre émission Parlons Vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, pas de problème, elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Dans quel monde on vit avec vous, Félix Mathieu? Bonjour Félix. Bonjour Jean-Jacques. Une scène surréaliste de rodéo au beau milieu d'un centre commercial à Nantes. 3 motos ont fait irruption dans la galerie marchande. Eh oui, 3 motos se promènent entre les boutiques et les clients le long des caisses d'un hypermarché Leclerc. La scène filmée par l'un des pilotes a été postée sur TikTok vendredi dans la galerie commerciale Orvaux-Grandval au nord de Nantes. Les clients ont été sidérés quand le vrombissement des 3 motos est venu interrompre le bip des caisses. Tranquillement, les 3 motards rentrent dans la galerie, empruntent le tapis mécanique censé aider les chariots à monter dans la grande surface, puis ils traversent la galerie avant de ressortir et de s'enfuir. Alors, on a entendu un bruit énorme, raconte à Ouest France une esthéticienne dans un bar à ongles. Ma cliente en a tremblé, dit-elle. Alors, au-delà de cette manucure ratée, la séquence aurait pu mettre les clients en danger, réagit la police qui a saisi les images de vidéosurveillance, espérant pouvoir identifier les fauteurs de troubles. Il faut savoir que ce genre de scène s'est multiplié ces derniers jours avant Nantes, à Bordeaux, à Échirolles en Isère ou encore à Brest, avec forcément un phénomène de mimétisme et de surenchère, vu que les pilotes filment leur exploit pour le partager ensuite sur les réseaux sociaux. Il est 10h35, ça vous fait réagir, 0826 300 300. Nous allons appeler Rudy Mana, qui est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police, donc des Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, autoriser les policiers ou gendarmes à aller au contact, ça veut dire quoi aller au contact? Ça veut dire intervenir et pourquoi pas percuter les scooters ou les motos lors de rodéos urbains. Possible, c'est interdit aujourd'hui par la législation française. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit permis? Bien sûr, nous, Alliance, on souhaiterait que ce soit permis parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut. On est en train de nous parler des rodéos urbains à longueur de journée et à juste titre. On voit des gamins sur des motos qui prennent des risques inconsidérés maintenant dans des galeries commerciales. Au début, c'était dans leur quartier, après ça a été dans les centres-villes et maintenant c'est dans les galeries commerciales. On devient de plus en plus fou. Donc aujourd'hui, on nous demande d'essayer de trouver des solutions pour intercepter ces gamins-là. Mais il faut bien comprendre que quand on est un flic de terrain et vu le cadre légal dans lequel on est aujourd'hui, s'il ne s'arrête pas, et croyez-moi, il ne s'arrête jamais,
on ne peut pas les intercepter. Ils ont des motocross, ce sont des pilotes quand même qui savent piloter ces motos. Et nous, on est derrière avec nos voitures et on doit essayer de les interpeller sans les faire tomber, sans dégâts au domaine public et à la limite sans casser le véhicule de police. Donc en fait, il faut être un magicien pour interpeller un gars comme ça. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est pour ça qu'il faut que la loi évolue si on veut vraiment mettre fin à ça. Sinon, on va être toujours dans un cadre légal extrêmement difficile pour les policiers. On a pu voir ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière, où un policier est mis en examen. C'est la vraie ambiguïté que nous avons, nous flics, parce qu'on n'arrive pas à travailler normalement et décemment pour la mission qu'on voudrait que nous fassions avec un cadre légal comme celui-là. Donc il faut soit le faire évoluer, soit nous dire, écoutez, on laisse tomber, on ne les interpelle pas. Oui, mais Rudy Mana, c'est le député Horizon de l'Indre, François Jolivet, qui est le premier à suggérer d'expérimenter la méthode du contact. On appelle ça le contact tactique. Oui. Alors, c'est très encadré, ça existe en Grande-Bretagne, oui, mais c'est très encadré, évidemment. Oui. Tout à fait, tout à fait. Mais vous savez, nous, Jean-Jacques, le but d'un policier, c'est pas de faire tomber un gamin en scooter pour qu'il ait un accident et qu'il soit gravement blessé. On est quand même des gens relativement intelligents et on n'a pas envie de ça. Ce contact tactique pourrait être utilisé pour des faits, par exemple, par exemple, s'il y a un rodéo et qui blesse une personne et qui prenne la fuite, là, je pense que ça pourrait être autorisé. Quand un des individus a commis un vol à l'arraché ou je ne sais quoi, sur une personne âgée, ça pourrait être autorisé. Maintenant, si c'est un gars, alors bien sûr qu'on ne le sait pas forcément à l'avance, mais si c'est un gars qui a juste pas le permis, bien sûr que c'est plus compliqué. Mais il faut, comprenez ce que je veux dire? On nous parle des rodéos toute la journée, et on nous demande de trouver une solution policier sans nous donner la possibilité légale de le faire. Oui. En France, Rudy Mana, si un conducteur chute, conducteur d'un scooter ou d'une moto, c'est la responsabilité du policier qui est engagé. Surtout s'il l'a poussé. Oui. Aujourd'hui, si un policier l'a poussé et que le conducteur, le pilote de la moto chute et qu'il est gravement blessé, il va y avoir une enquête, il va y avoir un policier qui va être mis en examen parce qu'il va devoir s'expliquer les raisons pour lesquelles il a poussé, etc., etc. Donc en fait, le policier, s'il fait rien, on le monte du doigt, et s'il fait quelque chose, on le monte du doigt. C'est ça notre énorme difficulté aujourd'hui, nous, en tant que flics, c'est que c'est très compliqué d'agir. Alors croyez-moi qu'on a envie de les interpeller, tous les collègues qui sont sur la voie publique, quand on voit des jeunes comme ça qui passent dans des galeries commerciales à 1 mètre de famille avec des enfants, avec des bruits assourdissants, en train de faire, alors qu'il y a des gens qui font les courses tranquillement, on a envie de les interpeller, il ne faut pas se leurrer. Mais on ne peut pas le faire en faisant n'importe quoi. Oui, vous demandez à être dédouané juridiquement, tout simplement, parce que sinon vous risquez une mise en examen pour mise en danger d'autrui, blessure involontaire, volontaire, enfin, etc., etc. Bien sûr, nous, on demande à ce que la loi évolue. Voilà. Alors, on agira bien sûr avec intelligence. On va pas faire ça, on va pas foncer sur toutes les motos qui nous refusent un contrôle. On n'est pas fou non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la loi, à un moment donné, évolue dans le sens des policiers et pour la sécurité de nos concitoyens. Si on veut assurer une sécurité de nos concitoyens, il faut arrêter en France de se mettre des barrières pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Les drones, ça a été une barrière. Bon, maintenant, on a trouvé une solution qui, j'espère, va être généralisée. C'est plutôt bon signe. Aujourd'hui, on a les rodéos. Il faut qu'on permette aux policiers d'intercepter les conducteurs de ces motos. Bien, je voudrais demander aux auditeurs de Sud Radio, allez-y, 0826 300 300, ce qu'ils pensent de cette possibilité que vous demandez, d'intercepter de la sorte les scooters ou les motos. Alors, je vais bientôt recevoir, je vous l'annonce, pour 1 heure, avec vous, les auditeurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc, je lui poserai la question, évidemment, et vous lui poserez la question, évidemment. Va-t-il l'autoriser? Est-ce que vous avez des infos, Rudy Mana? Est-ce qu'on y réfléchit au ministère de l'Intérieur? Nous, en tout cas, je peux vous dire que c'est une proposition d'Alliance pour l'Union nationale. Donc maintenant, j'espère qu'au ministère de l'Intérieur, on y réfléchit. Je comprends la complexité de la chose. Je comprends que ça peut être difficile pour un ministre d'autoriser ça, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la presse et les médias, tout s'enflamme très très vite. Mais
nous, on est juste là pour demander des conditions de travail en adéquation avec la difficulté de la tâche. Alliance, nous, on est favorable à ça. Oui. Si le ministère de l'Intérieur va dans notre sens, vous savez quoi, on en sera que plus satisfait. Bah évidemment, j'imagine. Bien, merci Rudy Mana, merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore une fois, ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Nous reviendrons sur le sujet, hein, en fonction de vos réactions, évidemment. Nous n'hésiterons pas à revenir sur le sujet dès que nous le pouvons. Vous savez qu'entre 11h et midi, je vais parler des petits excès de vitesse. La mesure est passée un peu inaperçue parce que c'était jeudi. Le président de la République, rappelez-vous, vous étiez peut-être à l'écoute de Sud Radio, formidable émission, jeudi entre 10h30 et midi et demi en direct de Ganges. Vous êtes dans l'Hérault, vous étiez donc à l'écoute de Sud Radio et ce jour-là, confirmation de ce que voulait Gérald Darmanin, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés que par une simple amende à partir du 1er janvier 2024. Donc j'ai voulu organiser un débat aujourd'hui sur Sud Radio. Est-ce une mesure de bon sens ou pas ? Quel est votre avis? Quand pensez-vous vous roulez? Vous nous dites, vous êtes victime de petits excès de vitesse, vous avez été victime, vous avez perdu des points, vous savez que c'est un point, hein, le petit excès de vitesse, un point en moins. Vous nous direz, il est 10h42, entre 11h et midi. Dans un instant, nous allons parler du Soudan. 420 morts, il y a des affrontements terribles à Khartoum, notamment la capitale, entre les forces au pouvoir et les paramilitaires. Il y a 3700 blessés, 420 morts, des Français, des Occidentaux, exfiltrés dans des conditions extrêmement difficiles. Mais que se passe-t-il au Soudan? Dans l'Afrique de l'Est, on en parle peu. Dans un instant, Marc Lavergne est avec nous, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan. Savoir et comprendre des explications, apprendre, c'est ce que j'aime tous les jours. Apprendre. Vous êtes ici dans Parlons Vrai chez Bourdin jusqu'à midi et demi, il est 10h43. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h46, ce monde dans lequel on vit est ponctué de guerres. Notre planète, des guerres dont on ne parle pas. Par exemple, le Soudan, on commence à en parler, pourquoi? Parce qu'il y a évacuation des ressortissants occidentaux. Sinon, on n'en parlerait pas de cette guerre au Soudan, dans l'Afrique de l'Est. Avec nous, pour en parler justement et pour en savoir plus, Marc Lavergne, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste du Soudan. Marc Lavergne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Essayons de comprendre, faites-nous comprendre, parce que nous nous intéressons peu, évidemment. Nous nous intéressons beaucoup à l'Ukraine, nous nous intéressons beaucoup à ce qui pourrait se passer à Taïwan et ailleurs sur la planète, mais le Soudan, non, le Soudan... Alors au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est au pouvoir depuis un putsch en 2021. C'est bien cela, Marc Lavergne ? Oui, tout à fait, mais il était déjà depuis avril 2019 à la tête de l'État, du Conseil de souveraineté. Donc il a fait un putsch contre le Premier ministre, qui était un civil, pour que l'armée prenne toutes les choses en main. Voilà. Et il est l'héritier d'Omar al-Béchir, qui était le dictateur militaro-islamiste, on va dire, du Soudan pendant 30 ans. Alors le Soudan, Marc Lavergne, rappelez-nous, le Soudan c'est l'Afrique de l'Est, c'est un pays de quelle superficie, combien d'habitants ? Alors, au départ, le Soudan, c'est 5 fois la France. C'était le plus grand pays d'Afrique. Et puis en 2011, il y a le Sud-Soudan qui a pris son indépendance. Et donc aujourd'hui, c'est 3 fois et demi la France à peu près. Donc un pays d'un un peu moins de 50 millions d'habitants. Oui, alors, une croissance très grand pays, très grand pays d'Afrique, faut le rappeler. Très grand et très pauvre. Il y a peu de routes, il y a peu de moyens de transport, il y a peu de lignes électriques, de voies ferrées, etc. Donc au pouvoir, ce général qui affronte son ancien adjoint devenu rival, un autre général, le général Mohamed Hamdan Daglo. Oui, exactement, qu'on appelle depuis qu'il est petit Hemeti, pour faire court. Mais c'était son numéro 2, mais c'est pas un général, c'est un mercenaire. C'est un supplétif de l'armée au Darfour. Il n'est pas originaire de la capitale, de la vallée du Nil. Il est originaire de très loin de là, à près de 1000 km ou plus. Et donc, il a recruté des gamins dans les camps de réfugiés, etc., tout ça qui n'avaient pas de travail. Soit ils partent en France, ils essaient de traverser le désert et la Méditerranée, soit ils s'embauchent comme mercenaires. Donc, c'est un mercenaire. Et finalement, on a 2 crocodiles qui se battent dans le même marigot pour prendre quoi ? Les richesses du pays. Alors, quelles sont les richesses du Soudan ?
Ben justement, alors au départ, c'était le pétrole, mais le pétrole, il est resté pour la plupart au sud Soudan, donc ils n'ont plus grand-chose là-dessus. Mais c'est l'or, il y a de l'or partout. C'est larvé vers l'or dans tous les déserts. Tout le monde quitte son travail pour aller chercher de l'or. Et c'est les mercenaires, les fameux, les gens de Mohamed Hamdan Dagalo, qui contrôlent ça. Donc ils empochent l'or et ils l'envoient brut à Dubaï. Et puis à Dubaï, il est raffiné. Puis après, il est expédié en Suisse ou ailleurs. Donc c'est vraiment la fortune du pays pour l'instant. Voilà, c'est-à-dire que ces deux militaires, l'un général, l'autre mercenaire, mais qui se proclame général, hein, faux général, quoi. Enfin bon, peu importe. Il n'a jamais fait l'école militaire, hein, il n'a pas de grade officiel. Oui. Marc Laverne, ces deux hommes se disputent les richesses du pays, quoi, sur le dos de la population, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mais alors, le mercenaire, lui, c'était un petit gars de la campagne et il a réussi à faire son chemin, à embaucher des jeunes, à les louer à l'Arabie Saoudite comme mercenaires. Donc, il a fait fortune là-dessus. Et puis maintenant, ces mercenaires, ils contrôlent les orpailleurs qui viennent de partout pour aller gratter le sol. Et donc, il a une fortune plus importante que celle de l'armée. Et il veut garder ça. Et maintenant, il veut prendre le pouvoir. La question, c'était l'intégration des mercenaires dans l'armée. Alors, il a dit d'accord, mais c'est moi le chef. Et le général Al-Bourhan, chef de l'État, a dit il n'en est pas question. Au contraire, lui, son idée, c'était de digérer ces mercenaires qu'il a du mal à contrôler maintenant et récupérer l'or, récupérer lui aussi pour l'armée les richesses du pays. Alors l'or, qui cherche l'or? La population dans des conditions, j'imagine, effroyables. Oui, c'est un peu partout. C'est des gens qui quittent leur métier, même des gens qui sont dans des bureaux ou qui ont des métiers, ils laissent tomber pour aller gratter la terre et tenter leur chance. Mais ils sont contrôlés. Bon, ça crée une pollution terrible avec tout ce qu'on met comme mercure dans la terre, etc. Mais surtout, ils doivent payer. Ils peuvent pas, eux, sortir leur or avec dans la poche et puis partir avec. Il faut qu'ils le livrent à Hemeti, à Mohamed Hamdan Dagalo, encore une fois, qui lui a son armée privée, si vous voulez, et c'est lui qui empoche ça sans que ça passe par la Banque centrale du Soudan. Le Soudan ne touche rien là-dedans, donc c'est un pays toujours aussi misérable, alors que les chefs, eux, vivent bien. Je dirais, l'armée, elle prend 80% du budget de l'État, hein, déjà. Oui. Parce que pendant 20 ans, elle s'est battue au Sud-Soudan, donc à l'époque, tous les sacrifices étaient justifiés pour maintenir l'unité du pays. Maintenant, le Sud-Soudan est indépendant, donc il n'y a plus de justification, mais ils continuent à vouloir garder leur train de vie. Et le Sud-Soudan, comment ça se passe là-bas? Pareil. C'est l'éclatement du pays en deux qui n'a résolu aucun problème, puisque au Sud-Soudan, c'est des guerres tribales effroyables dont personne ne parle. Et là, c'est des centaines de milliers de victimes qui meurent dans l'indifférence générale entre des seigneurs de la guerre qui se partagent aussi les puits de pétrole et puis toutes les ressources qu'ils peuvent dans ce pays qui est finalement assez fertile et assez riche. Parce que le comble, c'est que le Soudan, qu'il soit Soudan ou Sud-Soudan, le Soudan est riche. Ah ben tout à fait, c'était le plus grand pays d'Afrique, mais il a un potentiel énorme. Il a le Nil qui passe là, donc toutes les terres à côté sont récupérées par des Saoudiens, des Émiriens, des Qatariens qui chassent les paysans et puis qui récupèrent des centaines de milliers d'hectares pour cultiver de la luzerne, des choses comme ça, qu'ils expédient après dans les pays du Golfe. Hein. Donc il y a cette richesse agricole, il y a des troupeaux immenses, hein, c'est un pays d'éleveurs de vaches, d'éleveurs de chameaux, et tout ça c'est de la bonne viande naturelle, hein, donc qui est aussi très appréciée dans les pays du Golfe, qui sont en face et qui sont très riches. Un pays pillé à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, et tout ça dans l'indifférence un peu générale. Oui. Donc c'est un pays qui va de crise en crise depuis maintenant, moi je connais ce pays depuis 40 ans, même plus. Oui. Je n'ai vu que des coups d'État, que des guerres civiles. J'ai participé pour l'ONU à des règlements, à des processus de paix, à des cessez-le-feu, mais tout ça repart toujours parce que les problèmes de fond sont pas résolus. Évidemment. Marc Laverne, les Occidentaux sont aujourd'hui obligés de fuir dans des conditions difficiles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous parlons vraiment du Soudan, hein, parce que malheureusement, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup d'Occidentaux au Soudan.
De moins en moins, évidemment, puisqu'ils partent. De moins en moins, évidemment. Alors, mais il y a quand même eu, ces dernières années, un gonflement de contrats. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées là-bas, y compris des entreprises françaises, parce qu'il y avait le mirage de l'or, parce qu'il y avait ce gouvernement qui était quand même assez soutenu. Bon, depuis la transition démocratique d'avril 2019, même la France a reçu les civils, c'est-à-dire tous les jeunes qui rêvent de démocratie. Ils ont été reçus à l'Élysée. La Banque mondiale a décaissé de l'argent, le FMI aussi. Tout ça pour essayer de sortir le Soudan, de sortir la tête de l'eau. Et tout ça a attiré beaucoup d'entreprises. Mais maintenant, les gens sont coincés là-bas et ils veulent repartir. Marc Lavergne, évidemment, ça va encourager encore un peu plus les Soudanais à fuir leur pays et à migrer. Oui, mais c'est pas simple de migrer. Les jeunes du Darfour, ils partent depuis longtemps, puisque le Darfour a été mis à feu et à sang il y a 20 ans. Donc les enfants, maintenant, qui ont grandi dans les camps, ils n'ont pas d'avenir. Ils partent dans les pays voisins, mais il n'y a pas grand-chose non plus. Donc l'idée, c'est de partir vers l'Europe. Oui, bien sûr. Maintenant, moi, j'ai connu une époque où il y avait 10 Soudanais dans toute la France. Maintenant, je fais des formations dans des villes de province. Il y a des Soudanais partout en France, des jeunes qui sont valables, qui sont éduqués, etc., mais qui n'ont aucun avenir dans leur pays. Bien sûr, bien sûr. Marc Lavergne, merci, passionnant. Passionnant, merci de nous faire partager votre savoir sur l'antenne de Sud Radio. 10h54, ça provoque vos réactions. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Je vous l'ai dit, nous allons parler des petits excès de vitesse qui ne seront plus sanctionnés par un retrait de points à compter du 1er janvier 2024. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Nous allons ouvrir le débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio. Qu'en pensez-vous? Vous nous dites, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne mesure ou pas? Mesure de bon sens ou pas? Vous n'hésitez pas à vous prononcer. 0826 300 300, je sais que vous commencez à appeler d'ailleurs. Retrouvez tous les jours de 10h30 à midi et demi votre émission Parlons vrai chez Bourdin. Si vous avez manqué le direct ou si vous voulez réécouter l'émission, il n'y a aucun problème. Elle est immédiatement disponible en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio. Il est 10h55. Merci de nous accompagner le matin. Sud Radio Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02, merci d'être avec nous. 11h02, vous êtes sur Sud Radio. Notre débat, vous savez que tous les jours, entre 11h et midi, nous organisons un débat. Et aujourd'hui, je vais revenir sur la mesure confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur mesure concernant les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, qui ne seront plus sanctionnés que par une simple amende. Amende, plus de retrait de points à partir du 1er janvier 2024. On attend encore quelques modalités. Montant de l'amende, est-ce que le montant de l'amende sera le même, maintenu ou pas? Bon, vous savez que Gérald Darmanin sera bientôt avec nous ici pendant 1 heure pour répondre à vos questions. Donc là, prenez position, dites-nous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou pas? Est-ce que c'est une mesure de bon sens ou pas? Allez-y, 0826 300 300. C'est vrai que on a assez peu parlé. Il y a eu le déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault, à Gand, jeudi, jour où on a appris la nouvelle. Et c'est vrai qu'on a assez peu parlé finalement de cette mesure. C'est la raison pour laquelle j'organise ce petit débat. Avec nous pour en parler, Alexandra Legendre, qui est porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Philippe Courtois, qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous aurons d'autres invités tout au long de ce débat, notamment Pierre Lagache, qui est vice-président national de la Ligue contre les violences routières, et Benjamin Cuc, qui est journaliste spécialisé dans l'automobile. Mais je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est une mesure de bon sens ou pas? Alexandra Legendre. Bien sûr que c'est une mesure de bon sens, c'est une demi-mesure à notre sens, puisque malgré tout, l'État se garde toujours le produit de l'amende. Mais malgré tout, pour nos sympathisants, à l'association, il y a quand même un vrai sentiment de satisfaction, parce que pour la première fois depuis des années, voire des décennies, il y a un petit mouvement en faveur des automobilistes qui sont quand même pourchassés de tous les côtés au quotidien. Donc il y a un petit ouf de soulagement. Voilà, c'est quelque chose que nous, on réclame depuis longtemps. On a une pétition sur le sujet qui a déjà récolté plus de 200 000 signatures.
Donc oui, c'est un premier signe et en aucun cas, pour moi, ça va inviter les conducteurs à être irresponsables et plus relâchés. Ça n'a rien à voir. Alors là, justement, ce sera l'un des objets de ce débat. Est-ce que ça va changer le comportement des conducteurs? Les amendes, je vais revenir sur les amendes. Je vais revenir, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres précis sur la mortalité engendrée par les petits excès de vitesse. Je dis bien les petits excès de vitesse. Alors, c'est une mesure de bon sens ou pas, maître Philippe Courtois? C'est une mesure, mais malheureusement, elle ne va que dans un côté. Je reconnais, c'est vrai que ça peut paraître normal que les petits excès de vitesse n'engendrent pas des retraits de points. Mais pour les victimes, ça ne change rien aujourd'hui. Toutes les mesures qui sont faites, c'est des petites mesures, mais plus, je vais me permettre de le dire, électorales. C'est vous ne perdez pas un point, mais donnez-le nous aux prochaines élections. C'est comme ça qu'en tout cas, on le voit. Pourquoi électoral? Pourquoi tout n'est pas électoral, non? Vous pensez que c'est... Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas entendre les victimes? Les victimes qui demandent d'autres mesures. La reconnaissance des victimes, pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui? Oui. On l'a toujours pas. Là, on a une mesure qui est demandée par des personnes, et c'est vrai, je l'entends, mais dès qu'on dépasse d'1 km/h, c'est déjà qu'on est hors la loi en quelque sorte. C'est volontaire. C'est pas involontaire de dépasser de 91, 92, 93. Ça peut être involontaire. Ça peut être involontaire, sauf que lorsque vous avez je suis pas tout à fait d'accord. Lorsque vous avez un radar automatique, c'est quand même annoncé, vous le savez. Si vous dépassez, c'est qu'il y a une raison. Alors c'est plus très annoncé avec les voitures radar privatisées. Hein. Oui, c'est vrai, mais dans ce cas-là, vous êtes au-dessus de la limitation. Forcément, pour 90, vous êtes à 92. Forcément, il y a cette marge technique qui fait que... Alors la marge technique, il y a déjà une marge technique de 5 km/h. Absolument. Après, la France avait un côté spécifique, puisqu'on avait une double peine pour ces petits PV inférieurs à 5 km/h. Donc on perd un point et on paye une amende. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Donc cette double peine, elle va enfin disparaître. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Alors un point, la marge technique. Aujourd'hui, c'est 5 km/h, c'est-à-dire que si vous êtes pris à, admettons, radar à 80, vous êtes pris à 86, eh ben, manque de peau, moins 5, 81, vous perdez un point. C'est ça, hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous êtes à 86. Si vous êtes à 84, non, vous ne perdez pas de points. Mesuré par le radar, c'est pas du tout la même chose. Mesuré par le radar. Oui, mais c'est-à-dire que sur votre compteur, vous êtes déjà au-dessus. Enfin, moi, je veux bien, mais je l'entends. Non, mais le radar, il y a une marge d'erreur aussi. Oui, il y a une marge d'erreur, mais votre voiture, on a des règles. Vous parlez de double peine, je l'entends, mais c'est pas une critique, encore une fois. Et je conduis tout autant que les autres, mais c'est vrai que j'ai du mal à entendre que il y a une double peine. Ben non, il y a une règle, il faut la respecter. Et dans ce cas-là, qu'il y ait une double sanction par rapport aux autres pays, on peut parler dans ce cas-là de l'alcool. Pourquoi nous, on a un taux légal et les autres pays n'en ont pas? C'est différent, on n'est pas contrôlé ici, donc en fait... Voilà, mais c'est deux points de mesure. C'est que on aime avoir notre liberté, mais on n'aime pas lorsqu'on nous la prive par justement cette sorte de sanction. Dans un instant, on va voir ce qui se passe en Allemagne, hein, comment ça fonctionne sur les petits excès de vitesse, hein, encore une fois. Pas les gros, mais les petits excès de vitesse. Pierre Lagache est avec nous, vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Dans un instant, lui est à fond contre, évidemment, cette mesure. Et je dis évidemment, il est vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Il estime que la vitesse est à l'origine de beaucoup. Non seulement il estime, mais c'est vrai que la vitesse est à l'origine d'accidents mortels, mais le petit excès de vitesse, est-ce que le petit excès de vitesse est à l'origine de nombreux accidents mortels? Est-ce qu'on a des chiffres? Non, parce qu'il n'est jamais recherché, je pense. Non, mais pour en discuter avec des avocats de vos confrères, moi je n'ai pas de témoignages d'avocats me disant qu'ils ont des dossiers qui impliquent ce facteur d'excès de vitesse inférieur à 5 km/h. Parce qu'il n'est pas recherché. En tout cas, la circonstance aggravante d'excès de vitesse, elle est recherchée lorsqu'on a 10, 15, 20, 30, 40, 50. On ne va jamais rechercher pour 1 km/h, 5 km/h, non. Mais à l'origine, il y a un autre fait. Il y a une faute d'inattention, de négligence. Mais aucun chiffre ne peut déterminer ça. On ne sait pas. Après, moi, à notre association, on est aussi très catégorique sur le fait que cette mesure, nous, on ne l'appliquerait pas en agglomération. C'est-à-dire que cette décision qu'a prise Gérald Darmanin, on ne sait pas encore effectivement dans quelle mesure elle va être... Il manque quelques modalités, j'espère qu'il va venir nous les donner ici. En tout cas, nous, toutes les initiatives qu'on a prises, à chaque fois, on a bien pris soin de dire c'est hors agglomération qu'on considère que cette mesure serait pertinente. Pertinente hors agglomération, c'est-à-dire sur des limites au-delà de 50 km/h? Oui, absolument. C'est-à-dire les limites à 80, 90, 70, qui 80, sont le résultat, 90. comme Gérald Darmanin le disait, davantage d'un défaut d'inattention que de la volonté affichée de ne pas respecter le code de la route. Parce que nous, on estime qu'il vaut mieux regarder ce qui se passe autour de nous, en fait, plutôt que d'avoir le regard rivé sur le compteur pour être au kilomètre-heure près. Il vaut mieux voir quelqu'un qui traverse, les dangers potentiels qui vont se présenter, plutôt qu'être à 82. C'est vrai qu'inattention, et tout à coup, on est à 4 ou 5 km/h au-dessus. Hein.
Oui. C'est vrai, même si on a été prévenu, de la présence d'un radar, on fait pas... Parce qu'on pense à autre chose, parce que, enfin bon, c'est vrai qu'on n'est pas rivé sur son compteur et on risque le petit excès de vitesse. Le point en moins. Même s'il y a une règle quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison. L'amende de 68 à 135 euros, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est ça le montant de l'amende qui est importante. Nous allons voir encore une fois en Allemagne comment ça se passe dans un instant. Est-ce que Félix Mathieu est prêt pour nous dire comment ça se passe en Allemagne pour les petits excès de vitesse? Eh bien, ils sont traités de façon plus progressive qu'en France. Un excès de vitesse de moins de 10 km/h va entraîner une amende que de 20 à 30 euros. La somme monte ensuite pour les excès de vitesse plus graves. Pour autant, l'Allemagne est plutôt bien située dans le classement européen en termes de sécurité routière. Selon les derniers chiffres pour l'année dernière, 4e pays où la mortalité routière était la plus faible, derrière la Suède, le Danemark et l'Irlande. Oui, en Allemagne, la mortalité routière en fonction du nombre de kilomètres parcourus est plus faible qu'en France, avec des limitations de vitesse qui sont tout autres. Donc ça aussi, c'était un élément à prendre en compte, non ? On a un autre objectif, c'est plutôt l'argent, on va être très clair. Hein, les radars ont été créés pour ça. Ça a baissé le nombre d'accidents, il est vrai, mais au final, sauf erreur de ma part, l'objet, en tout cas le fruit de toutes les amendes, devait aller à la sécurité routière. Oui, la grande partie n'y est pas allée. Ça, c'est un autre débat. Oui, mais c'était le but, justement. Oui, ça c'est vrai. Ça a pu justement permettre à l'État. Ça fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale, voilà. Absolument. Ce compte, je pense qu'il est des plus d'effets. Enfin, je sais pas où il en est, mais... La Cour des comptes n'est pas du tout contente de l'exploitation. Alors je pose une question. Est-ce que la volonté du ministre n'est pas de remplir un peu plus les caisses? Je veux dire par là que s'il n'y a pas de retrait de points sur les petits excès de vitesse, peut-être que de nombreux conducteurs feront un petit peu moins attention, donc seront pris quand même, paieront des amendes, donc plus d'amendes. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul-là aussi derrière, dans la mesure de la proportion des petits excès de vitesse est plus important que les gros. Donc inévitablement, entre 1 et 5 km/h, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont franchir cette limite, et donc ça va davantage Est-ce que ça va retenir moins le conducteur? C'est un risque. Moi, je connais personne qui se lève le matin en disant c'est super, je vais dépasser la limitation de vitesse et je vais payer 68 euros, ça va être génial. Ça, vous avez raison. Donc non, évidemment non. On fait toujours attention. Et encore une fois, ces petits excès de vitesse qui, je rappelle, constituent 58% des excès de vitesse. C'est Gérald Darmanin, toujours lui qui nous a communiqué ce chiffre 58% l'année dernière. Donc ça veut dire 6 PV sur 10 qui sont le fruit d'un dépassement de vitesse. J'appelle même pas ça un excès, inférieur à 5 km/h. Donc c'est colossal. Et ça, se dispenser de la manne représentée par ces 58%, je pense que pour l'État, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Bien, il est 11h12, nous allons observer une première pause. Vous venez participer au débat, 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, et je vous mets à l'antenne, c'est absolument promis. Dans un instant, Pierre Lagache, qui est le vice-président national de la Ligue contre les violences routières, il est à fond contre cette mesure. Ensuite, nous appellerons vers 11h30 Benjamin Cuc, qui est journaliste spécialisé dans l'automobile, pour nourrir le débat. Il est 11h12, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h15, nous poursuivons notre débat autour de la décision de Gérald Darmanin. À partir du 1er janvier 2024, les petits excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés que par une simple amende, la même amende d'ailleurs, 68 à 135 euros en fonction de la zone, évidemment, dans laquelle vous êtes sanctionné. Avec nous, pour en parler, Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Vous représentez 1 million, à peu près 1 million de conducteurs. Maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Là, vous représentez toutes les victimes des accidents de la route. Pas toutes, mais beaucoup. Enfin, au nom des victimes, vous parlez au nom des victimes. Et puis, nous avons en ligne aussi Pierre Lagache, qui est le vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Vous êtes à fond contre cette idée de Gérald Darmanin, cette mesure. Pourquoi? Enfin, à fond, sans excès de vitesse, mais allez-y. Non, mais en clair, c'est une mesure qu'on ne comprend pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça laisse à penser que les petits excès de vitesse ne génèrent pas d'accidents graves, vous voyez. Alors, on aimerait que ce soit le cas, mais les statistiques en matière d'accidentalité montrent le contraire. On a 46% des accidents graves, c'est-à-dire avec mortalité,
qui sont générés par des petits excès de vitesse. Et quand je parle de petits excès de vitesse, c'est inférieur à 10 km/h. Donc, si vous voulez, il y a une idée qui semble une idée de bon sens, qui est d'associer les accidents graves à des excès de vitesse ou à des délits importants. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le fait d'avoir assoupli ce point qui est réhabilité, si vous voulez, ça fait passer un très très mauvais message. Donc ça, c'est une première raison et une bonne raison. Il y a ensuite celle de l'amende qui est maintenue alors que le point est perdu. Et pour le coup, devant le point, tout le monde est à égalité, si vous voulez. Parce qu'on sait très bien que le fait de payer une amende, c'est très dissuasif pour certains, ceux qui ont peu de moyens. Ceux qui ont des moyens, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est une deuxième bonne raison finalement de s'interroger sur cette mesure. Deux raisons. Vous répondez à ces deux raisons? Dites-moi, Alexandra Legendre. Là, effectivement, où je suis d'accord, c'est que dans la mesure où on garde l'argent, de toute manière, effectivement, le message de sécurité routière, il est carrément écorné. Parce que, en fait, on dit, le point, c'est un mesure... Donc il faudrait descendre l'amende, le montant de l'amende, comme en Allemagne. Nous, on est pour le zéro sanction pour ces excès de vitesse inférieurs à 5 km/h hors agglomération. Oui, bien sûr. Nous, on est zéro sanction. Voilà, on n'est plus jusqu'au boutiste. Et c'est pas pour autant qu'on va imaginer que chaque Français va se lever le matin en se disant, je vais être un voyou sur la route. C'est totalement faux. Les gens sont responsables et ont parfaitement conscience des risques qu'ils prennent lorsqu'ils prennent le volant le matin. Oui, est-ce que ça change quelque chose qu'on ait une sanction pour les petits excès de vitesse ou pas? Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans la mortalité routière? En tout cas, ça... Pierre Lagache. Oui, mais... Alors, si vous voulez, l'intérêt du permis à points, c'est que... y compris pour les automobilistes, les usagers de la route qui sont plutôt responsables, ça crée une forme de pression et d'appel à la vigilance, si vous voulez. Et depuis 92, je rappelle que le permis à points on a quand même beaucoup de recul par rapport à ça, on sait que ça fonctionne. Parce que la très très grande majorité des gens qui perdent un point, sans conséquence, finalement, le récupèrent. Le problème, ce sont les personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie des usagers finalement responsables, qui peuvent avoir des comportements déviants. Et c'est là où on n'est pas d'accord avec la Ligue de défense des conducteurs. Il n'y a pas d'un côté les délinquants de la route et de l'autre côté des gens exemplaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a effectivement tout conducteur a à un moment donné dans son comportement des failles. Et l'intérêt du permis à points, c'est d'exercer une forme de pression intelligente, puisque, vous voyez, on peut le récupérer, ce point-là, et en supprimant ce premier point perdu, on supprime finalement cette pression par rapport aux petits excès de vitesse, et la Ligue contre la violence routière le rappelle, ce sont aussi des petits excès de vitesse qui tuent. Donc, c'est la route qui tue, enfin le conducteur qui tue. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas la route d'ailleurs, c'est le conducteur qui tue. C'est le conducteur, bien sûr. Le conducteur, à partir du moment où on monte dans une voiture, on est responsable. Tout à fait. Et l'accident, le zéro accident, ça n'existe pas. Mais là où je rejoins monsieur de la Ligue contre la violence routière, c'est que effectivement cette mesure-là, elle ne va pas parler aux délinquants de la route. C'est clair. Les délinquants de la route, c'est 4%, 5% de gens qui ne respectent pas le code de la route et qui ont un comportement dangereux. Je rappelle que 95 à 96% des excès de vitesse sont commis inférieur à 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Donc, bien sûr qu'à partir du moment où on a décidé de se fiche totalement du code de la route, cette mesure, elle ne va pas leur parler. Maintenant, ce que j'aimerais bien aussi, c'est autant d'enthousiasme pour contrôler l'alcool, contrôler les stupéfiants, contrôler l'état des routes, puisque finalement, on observe quand même une véritable dégradation de l'état des routes, et c'est aussi un problème de sécurité routière. Les radars, le contrôle de la vitesse, ce n'est pas la réponse absolue à la sécurité routière. Je voudrais donner quelques chiffres. 2022, 1926 morts sur les routes départementales et nationales, 1034 en agglomération et 300 morts sur les autoroutes. Donc on voit que sur les autoroutes, on meurt moins, beaucoup moins même que sur les départementales ou nationales et en agglomération. Je vais prendre Eric, tiens, qui est l'un de nos auditeurs. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jacques et bonjour aux amis. Ça va mon cher Eric? Tout va bien? Ça va très bien. Bon. Alors, dites-nous, sur la route, racontez-nous. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les solutions.
Ce que je reproche aux associations de lutte contre la violence routière, ils ne proposent pas de solution. Je vais vous donner 3 exemples concrets. Beaucoup de gens se font avoir au radar parce qu'effectivement, on ne regarde pas leur compteur. Des fois, on est sur la route, on ne sait pas si c'est 80, on ne sait pas si c'est 90, etc. Moi, je pense qu'il faut exiger de l'État, j'ai bien exigé de l'État, une application téléphonique, d'accord? Quand vous dépassez la vitesse autorisée, ça sonne. Moi, je me sers de Waze. Le problème de Waze, c'est quand je dépasse la vitesse, j'entends juste un petit bip. Oui. Moi, je voudrais un système, si je dépasse pendant 15 secondes, je veux que ça sonne pendant 15 secondes. Dans la voiture. Ils utilisent, ceux qui ne veulent pas utiliser, ils n'utilisent pas. Dans la voiture. Voilà, comme ça on n'a pas rodé le compteur. Et moi ce que je voudrais, c'est éviter que les gens se perdent des points. Je propose des solutions. Il y a 7 solutions. Pierre Lagache, attendez, on va regarder les solutions les unes après les autres. Pierre Lagache, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, votre auditeur a raison, mais il se trompe. Alors, il a raison par rapport à ce qu'il avance comme solution. Il se trompe en considérant que nous n'apportons pas de solution, puisque ce dont il parle, c'est le LAVIA, le limitateur automatique à la vitesse autorisée. C'est un dispositif que nous demandons depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, parce que l'objectif n'est pas de verbaliser les conducteurs. L'objectif, c'est qu'ils roulent à la bonne vitesse. Et effectivement, le système dont monsieur parle, ça existe technologiquement. Oui, mais Pierre Lagache, votre système limite la vitesse automatiquement du véhicule. Oui. Mais si vous êtes en train, si vous dépassez ou si vous avez besoin d'un peu de vitesse, ça devient dangereux. Non. Ça a été testé. Enfin, c'est des systèmes qui sont éprouvés avec possibilité de débrayable, de débrayer. C'est un petit peu comme les limitateurs, si vous voulez. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. C'est au point, ça peut fonctionner en toute sécurité. Mais aujourd'hui, on s'est confronté au lobby. Moi, je ne prendrai pas le volant, je vous le dis, Pierre Lagache, d'une voiture qui me limite si je suis en train de doubler ou si j'ai besoin d'un peu d'accélération. Je ne le ferai pas. Ça restera votre choix dans tous les cas. C'est comme le limitateur. Mais c'est une solution, si vous voulez, qui est apportée aux automobilistes pour effectivement éviter de tomber dans la situation où vous vous faites d'une certaine façon un peu piégé parce que vous n'avez pas été assez vigilant sur le panneau qui a changé. Voilà, c'est plutôt un système. Oui, mais le système dont parle Eric, c'est pas mal. Ce petit avertisseur sonore. Ce dont il parle, c'est le LAVIA. C'est surtout gratuit. C'est le LAVIA. C'est surtout gratuit, monsieur Bourdin. Comment, Eric? Je disais, c'est surtout gratuit, mon système. N'importe qui peut l'utiliser. Il suffit de télécharger une application gratuite que proposerait l'État, parce que l'État, il dit vouloir faire de la sécurité routière. Mais qui donne les outils? L'État, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de la répression. Il fait pas de la prévention, faire de la prévention. C'est dire aux gens, là, je vous mets un système, quand vous dépassez les tests, on va pas toujours mettre tout sur le dos de l'État. Toujours attendre. Oui, mais vous avez raison. Mais on peut proposer cette solution, Eric. On peut. Ce que propose le monsieur, le problème, c'est que tout le monde n'a pas 30 000 € pour s'acheter une voiture équipée de systèmes de ci, de là. Moi, ma proposition, il ne s'agit pas d'acheter une voiture à 30 000 € pour avoir un système de sécurité. Oui, mais même les gens qui ont des voitures qui ont 10 ans, ils ne sont pas équipés, forcément. Vous comprenez, c'est un problème. Moi, ma solution elle est beaucoup plus simple. Bon, autre chose. Alors attendez, Philippe Courtois. Je veux bien, on ne va pas remplacer le matériel par l'homme quand même. Qui tient le volant? C'est l'humain. Donc si on commence à lui faciliter, avec des logiciels ou quoi que ce soit, à quoi ça sert? On va être remplacé par des robots. Je ne veux pas dire comme ça, mais on a quand même une conscience. On doit faire attention à notre conduite. Si on a telle ou telle application qui va nous aider à éviter un radar, et dans ce cas-là, je veux bien, mais la lévitation, quand il y a un radar qui est caché, on fait comment? C'est exactement la même chose. Pour un radar automatique, je veux bien, mais pour un radar qui est... En fait, ça existe déjà. C'est pas infaillible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des véhicules qui sont dotés de ce genre de lecteurs de panneaux. Ils sont positionnés par GPS, donc on sait effectivement à quelle vitesse on doit circuler sur telle voie. Cependant, on a encore des exemples aujourd'hui où la voiture confond, par exemple, le 80 ou le 90 qui a derrière un camion et qui lit le panneau et qui freine. Ou alors vous êtes sur autoroute, vous avez un panneau de sortie avec une indication de vitesse à 90 ou 70, où la voiture peut à nouveau confondre alors que vous allez tout droit. Elle va interpréter le panneau de vitesse et va vous faire freiner. Et ça, c'est vrai, ça existe encore. Oui, mais accuser les panneaux parce qu'ils sont mal placés, c'est plutôt la faute du C'est pas ça du tout. Je parle des applications qui sont pas au point. Donc, s'y fier à 100%, c'est compliqué. 130, 110, 90, on est tous libres quand même de les voir et de. Je vais prendre aussi dans un instant, parce que ça nourrit le débat, Pierre Morin, qui est député du Gard, député Rassemblement National du Gard, et qui est président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Bien, vous avez une autre solution à proposer, Eric?
Oui, des évolutions, j'en ai plein. Je pourrais passer la matinée. Alors, au niveau des feux radars, beaucoup de gens se font gauler au feu radar pour la simple raison que le temps du feu orange est trop court. Le feu orange ne dure que 3 secondes. On le passe à 5 ou 6 secondes. Je suis sûr qu'il y aura 2 fois moins de gens qui se font gauler au feu radar. Le feu radar, on nous dit que la facture est de 135 €. Or, c'est faux. C'est 135 € le PV, on est bien d'accord. Pour récupérer le stage de 4 points, c'est 250 € de plus 2 jours de boulot de perdu parce qu'il faut aller faire le stage. On approche les 400-500 €. Oui, mais Donc, attendez, cher, 4 points multipliés par 3. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être pris 3 fois, quoi. Oui, mais quand bien même, vous perdez 4 points, vous les récupérez, il faut quand même payer, Non, pour mais, les récupérer. pardon, Enfin, Eric, mais moi, le feu, alors là... Même. Moi, non, mais attendez, le feu radar, je comprends, l'excès de vitesse, ça nous arrive à tous, mais le feu radar, pardon, mais quand on est à l'orange, on passe pas. Oui, mais Monsieur Bourdin, moi, des fois, je vois le feu orange, je plante un coup de frein, je dis bien, je plante un coup de frein, je pile au feu, il passe au rouge. Vous allez me dire, je me suis arrêté à temps. Mais c'est normal que je suis obligé de piler pour m'arrêter à temps. Moi, je vois, il y a des gens qui sont accidentés à cause de ça. Il y a des gens qui voient des feux radars, ils plantent un coup de frein à l'arrière. Moi, j'en ai vu un, mais il m'est arrivé en face. À l'arrière, le gars, il a été surpris par le freinage brusque, il a dévié, il a doublé la voiture, je me suis retrouvé en face avec la voiture et j'ai failli faire une collision. Oui, non, mais alors, vous pouvez moi, passer je vous dis, Monsieur Bourdin, écoutez-moi, s'il y a un danger je derrière vous dis, si on augmente le feu radar de 3 secondes, on laisse le temps aux gens de freiner et on évite que les gens... C'est-à-dire, vous augmentez le temps de l'orange de 3 secondes, c'est cela? Voilà, et en faisant ça, les gens oui. ils freineront plus doucement au feu orange, et ça fera moins d'accidents, et les gens perdront moins de points. Voilà, oui. c'est des exemples. Alexandra Legendre. Il y a quelque chose qui se fait à l'étranger. On fait de la sécurité, on fait de la répression. Bon. Alors, attendez, Eric. Il y a quelque chose qui se fait à l'étranger dans pas mal de pays où j'ai vu ça, ce serait un décompte de secondes. Voilà. Et ça, en fait, ce serait assez facile à mettre en place et on saurait très bien le nombre de secondes. C'est vrai que ça se fait à l'étranger, c'est vrai qu'on a vu ça, pour le les décompte de piétons, ça se fait secondes. Et pour les c'est bien piétons, mieux. bien sûr. Bah, évidemment. Même c'est une règle, hein. Vous pouvez passer à l'orange si derrière, vous n'êtes pas obligé de piler au feu orange, enfin au rouge. Si derrière vous avez une voiture qui vous presse pour éviter un danger, vous pouvez le passer. Et le radar, certes, va vous flasher, mais après, vous pouvez le contester. Et la caméra qui est au niveau du feu, qu'on verra très bien une voiture qui est derrière. Que vous étiez il n'est pas juste au niveau du feu, il est bien en amont. Hein. Il est 20 ou 30 mètres derrière. Donc, faut quand même respecter. C'est le classique code de la route. Bien, Eric, merci. Nous allons prendre Pierre Morin dans un instant. Pierre Lagache est aussi avec nous. Alexandra Legendre, Philippe Courtois. Il est 11h29. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h32. Pour nourrir notre débat, nous sommes avec Pierre Morin, qui est député du Gard et qui est président du groupe d'études sur la sécurité routière à l'Assemblée nationale. Pierre Morin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors, est-ce que vous trouvez que la mesure de Gérald Darmanin est une bonne mesure ? Alors, je trouve que c'est un bon signal envoyé aux automobilistes, dans la mesure où depuis trop longtemps, les automobilistes, les honnêtes automobilistes, si j'ose dire, sont infantilisés par les gouvernements successifs et puis par un certain nombre de campagnes de sécurité routière. J'ai toujours pensé que les petits retraits de points liés à des infractions à moins de 10 km/h faisaient qu'on se trompait d'une certaine manière de combat. Plein d'exemples en tête, mais un tiers des accidents mortels sont liés à l'état des routes secondaires en France, où on est passé du premier rang au 18e rang mondial à défaut d'investissement. On a fait du tout autoroute et on n'a pas entretenu nos routes secondaires. Un tiers des accidents mortels. Bon, voilà. Cela dit, sur les autoroutes, on meurt moins. Mais oui, justement, parce que les autoroutes sont en effet très bien entretenues, mais dans la France rurale, dans laquelle on a sous-investi, la mortalité est très importante liée à l'état des routes secondaires. Donc, si vous voulez, l'automobiliste qui fait, 40, 50 000 kilomètres par an lié à son travail et qui de temps en temps a une saute de concentration, je ne pense pas que ce soit un mauvais signal que de lui donner un droit à l'erreur, si j'ose dire. Oui. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense qu'il faudrait annuler en effet le retrait de points, mais également réduire la contravention à une contravention de première classe. Oui, c'est-à-dire réduire, elle est aujourd'hui de 68 à 135 €, la réduire à combien? Comme en Allemagne? Alors en Allemagne, l'État a 10-20 € en Allemagne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en France, la contravention de première classe est entre 11 et 35 € selon majoration.
Voilà. Alors, je voudrais quand même préciser, c'est vrai, il y a plus d'accidents sur les routes départementales, mais pardon, encore une fois, ce ne sont pas les routes qui sont responsables des accidents. Hein. Ce sont les conducteurs qui sont responsables des accidents, avant les routes. C'est-à-dire que quand vous avez des platanes le long des routes, c'est pas le platane qui tue, c'est le conducteur qui va percuter un platane, malheureusement, hein, Pierre Morin. Je n'ai rien contre les platanes, Monsieur Bourdin, je n'ai rien contre les platanes. Moi non plus. En revanche, si vous voulez, dans le département dans lequel je suis élu, le Gard, les routes sont dans un état absolument déplorable. Et si vous voulez, clairement, Pierre Morin, vous voyez bien. Je les connais bien, hein, aussi bien que vous. Ah oui, donc c'est vrai. Bah oui, donc oui, elles sont dans un. Les routes du Gard sont dans un état. Moi, ça dépend lesquelles. Je suis moins sévère que vous. Ça dépend lesquels. Je vous parle de ma circonscription, entre Alès, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, etc. Oui. Vous avez des routes qui sont dans un état absolument déplorable. Alès-Bagnols, elle est pas mal, la route. Alors, Alès-Bagnols, elle est pas mal, mais toutes les autres sont dans un état absolument déplorable. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un tiers des accidents mortels procèdent de l'état des routes. Et évidemment, vous avez raison, il y a des facteurs, il y a plusieurs facteurs dans l'accidentologie. C'est l'infraction plus l'état des routes, en effet. Mais Pierre Lagache, qu'est-ce que vous répondez à Pierre Morin? Écoutez, je conseillerais à M. Morin de se documenter plus sérieusement sur le sujet, parce que le chiffre d'un tiers, je ne sais pas d'où il le sort. Alors, sans doute a-t-il fait une confusion dans la lecture des statistiques, parce qu'effectivement, quand on analyse la cause d'un accident, s'il y a un platane, s'il y a un ravin, s'il y a un mur, c'est considéré comme un élément aggravant de l'accident. Voilà. Et ce n'est pas l'état des routes au sens où on peut l'entendre. Donc, ce chiffre d'un tiers des accidents liés au mauvais état des routes, c'est de la désinformation, et je trouve assez choquant de la part d'un élu de la République. Voilà, autant de légèreté. Voilà ce que je voulais préciser. Attendez, vous n'allez pas faire des leçons de morale, Monsieur Lagache. Je vous parle, on parle quand même d'une mesure de retraite de points, annuler un retrait de points pour 5 km/h de trop. Vous n'allez pas me dire que ce type de mesure va augmenter, doubler, je ne sais pas, le nombre de morts sur les routes. Qu'on débatte de la sécurité routière, moi je pense qu'il faudrait des assises de la sécurité routière en France, parce qu'il y a énormément de sujets, que ce soit aussi sur les stupéfiants. On pourrait parler du fait que les contrôles de stupéfiants par les forces de l'ordre sont beaucoup plus compliqués que les contrôles d'alcoolémie. Il y a énormément de sujets, on pourrait en discuter, mais ne me donnez pas de leçons de morale, élu de la République, irresponsable, je sais pas quoi, choquant. Ne me donnez pas de leçons de morale. Bon, alors attendez, pas en même temps, parce qu'on a... Quand on avance un chiffre... Pierre Lagache. Ce chiffre n'est pas la vérité. Donc, alors, Alexandra Legendre n'est pas d'accord. Mais si, je vais vous rassurer tout de suite, ce chiffre, il est présent dans le bilan ONISR de 2015 qui a fait l'objet d'une étude qui est parue en 2021, donc très récente, qui a vraiment analysé justement toutes les causes d'accidents en 2015 avec de l'open data, avec tout ce que vous voulez. Donc, il n'y a rien de plus scientifique à ce jour qui a été publié. Mais en revanche, ce que je vais préciser par rapport à ce que M. Morin disait, c'est 30% des accidents mortels font intervenir le facteur infrastructure parmi d'autres. Donc, ça n'est pas que le facteur infrastructure. Ce n'est pas que l'état des routes. Voilà, donc c'est bien le bon chiffre, c'est 30%. Je vous ai dit tout à l'heure que la mortalité est plurifactorielle. Oui, ça, elle est plurifactorielle. Il y a l'état des infrastructures, il y a le climat aussi, éventuellement la pluie, la nuit, etc., etc. Donc, il faut de la mesure sur ces sujets-là et arrêter d'infantiliser. Et la responsabilité du conducteur. Ce qui me gêne un tout petit peu, je vous le dis, dans notre débat, c'est qu'on ne souligne pas suffisamment la responsabilité du conducteur. Or, pardon, il peut, mais c'est le conducteur qui doit adapter sa vitesse et sa conduite à l'état de la route, à l'état de la pluie, s'il pleut ou s'il neige ou je ne sais pas. Franchement, on est toujours en train de mettre en cause. Pardon ? Aucun automobiliste ne roule faut arrêter. Aucun automobiliste ne roule à 130 dans un virage sur une petite route secondaire quand il pleut ou quand il y a du givre. Faut arrêter. Non, mais entre rouler à 130 et rouler un peu trop vite. Je caricature bien volontiers, mais la responsabilité des conducteurs en France sont responsables. Faut arrêter. Il y a en effet des chauffards. Il y a un certain nombre de sujets. Il faut focaliser sur 2 points. Un, la grande délinquance routière liée aux stupéfiants, à une alcoolémie excessive, à éventuellement l'utilisation du téléphone au volant qui est dangereux, mais on pourrait aussi discuter des facteurs de concentration, de déconcentration du conducteur. Le téléphone au volant, c'est bien la responsabilité du conducteur. Hein. Vous pouvez mettre toutes les routes que vous voulez, et même de très bonnes routes.
Mon sujet n'est pas de dire qu'il faut laisser le conducteur faire exactement ce qu'il veut. En effet, le conducteur est responsable de ses actes. Bon, alors, Pierre Morin, restez avec nous, je vous remercie. Maître Philippe Courtois. Juste un point, je ne vais pas faire de leçon de morale, mais une leçon humaine. Qu'est-ce que vont penser les victimes, justement, et les familles de victimes de cette mesure-là? Parce qu'au final, on parle de sécurité routière, on est d'accord, ce n'est pas une mesure pour la sécurité routière. D'enlever le retrait de points entre 0 et 5 km/h, vous ne pouvez pas me dire que c'est une mesure pour la sécurité routière, pas du tout. C'est une mesure pour faire plaisir aux conducteurs qui sont entièrement responsables et qui déjà, comme vous le dites, Monsieur Bourdin, sont responsables de leur vitesse et des infrastructures et de l'adapter. Là, aujourd'hui, on parle de plein de problèmes, de l'alcoolémie, des stupéfiants, et on ne trouve pas de solution. Mais là, pour faire plaisir aux conducteurs, je suis désolé, et à ceux qui dépassent la limitation, on va leur permettre de n'avoir qu'une amende. La plupart du temps, ceux qui dépassent l'amende, c'est ceux qui travaillent notamment et qui sont commerciaux ou autres, et ceux également qui n'ont strictement beaucoup de kilomètres. Rien à faire. Si on baisse l'amende à 11 €, combien de fois? Mais moi, je pense aussi, je pense aussi dans cette mesure, je pense aussi à celles et ceux qui sont sur la route du début du matin au soir, qui roulent énormément, qui eux sont beaucoup plus à la merci d'un petit dépassement d'excès de vitesse. Mais bien entendu. Attendez. Je ne sais pas où vous habitez, Monsieur Lagage. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de temps en temps de prendre la voiture ou de faire 40 000 km comme les honnêtes travailleurs en France. C'est pas une mesure pour faire plaisir aux automobilistes. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Comme Monsieur Bourdin disait tout à l'heure à très juste titre qu'on meurt très peu sur les autoroutes en France. Or, les autoroutes, c'est les routes où on roule le plus vite. Les autoroutes, c'est les routes sur lesquelles on roule le plus vite. Donc vous n'allez pas me faire croire que le retrait de points pour un excès de vitesse de 5 km/h est une mesure de sécurité routière. Les radars sont des pompes à fric en l'occurrence. Il n'y a pas de problème de sécurité. Des pompes à fric, Pierre Morin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous supprimez tous les radars, vous? Mais attendez, alors déjà, vous parliez tout à l'heure de la route de Bagnols. Sur la route de Bagnols, il y a 5 radars, 2 mobiles, 2 fixes, 3 mobiles et 2 fixes. Donc voilà, des endroits qui sont tout droits, Il y a très peu de morts sur cette route. J'en ai parlé avec les gendarmes. Vous savez pourquoi il y a peu de morts? Il y a peu de morts parce qu'il y a beaucoup de radars, parce que c'est une route dangereuse sur laquelle on roule vite. Vous le savez bien, Pierre Morin. Vous savez, Monsieur Bourdin, que les gens ont Waze et savent très bien où sont les radars. Donc si les gens veulent faire des excès de vitesse, ils ralentissent au radar et ils réaccélèrent après. Donc je vous demande pardon. C'est pour ça que je vous dis que les radars sont des pompes à fric. Parce que, en l'occurrence, la route de Bagnols n'est pas dangereuse, ou très peu. Il y a très peu de morts sur la route de Bagnols. Les forces de l'ordre savent très bien où est l'accidentologie. Et il faudrait accentuer les contrôles sur les routes les plus dangereuses et les plus accidentogènes. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc des contrôles mobiles. Donc des contrôles mobiles et avec un conducteur qui n'est pas prévenu, Pierre Morin. Par exemple, en effet. Et puis d'ailleurs, ça permettrait peut-être de détecter des grandes infractions type stupéfiants, alcoolémie, etc. Donc moi, je veux lutter contre la grande délinquance routière et laisser tranquille les honnêtes gens. Et dernière chose sur ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Lagache. Monsieur Lagache a quasiment, on va dire, présumé, en gros dit, Monsieur Morin serait potentiellement, je sais pas, comptable des morts qu'il y aurait suite à cette mesure de non-retrait de points 5 km/h. Mais Monsieur Lagache, vous ne savez pas potentiellement ce que pourrait avoir comme effet cette mesure. Tout comme vous ne savez pas en quoi les 80 km/h ont réellement fait baisser la mortalité routière. J'ai auditionné la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Elle est incapable de me dire clairement que les 80 km/h ont fait baisser la mortalité routière. Donc concentrons-nous sur le vrai sujet. Faisons du qualitatif sur la grande délinquance routière. Il y a une hausse de la mortalité. Pardon, Pierre Morin, mais chiffre de 2022, une hausse de la mortalité dans les départements qui sont repassés à 90 km/h. Non, c'est faux ou pas? Oui, absolument, parce que nous, on a un observatoire national du 80 km/h. Attendez, Pierre Morin, attendez. Pierre Morin, attendez, s'il vous plaît. Ne vous sentez pas visé, attendez. Non. Je suis très heureux de vous avoir, mais laissez Alexandra Legendre, qui est porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, donc qui voudrait préciser. Voilà, nous, on fait un observatoire des
des départements qui passent de 80 à 90. On interroge les présidents de départements qui repassent à 90. En aucun cas, en fait, il est possible de faire véritablement un bilan sur cette mesure, en effet, parce que ce qu'on constate quand on compare avant le 80 et après le 80, c'est qu'il y a autant de départements où la mortalité va légèrement augmenter. Il y a autant de départements où la mortalité va reculer, tout simplement parce que quand on fait le décompte des décès sur la route, on ne fait pas le tri entre les causes des accidents. C'est-à-dire que vous avez une collision entre un bus et un train, eh bien, ces victimes, je pense malheureusement au drame de Millas en 2017, eh bien, la mesure du 80 étant passée en 2018, c'est affreux ces décomptes, j'en ai bien conscience, mais ce décompte des 6 victimes de Millas faisait partie, si vous voulez, de la progression dans les Pyrénées-Orientales de la mortalité. Non, mais on ne peut pas tout mélanger, en fait. Quand on connaît la cause des accidents, on ne peut pas tout mélanger. Non, mais je suis d'accord. Bien, alors attendez. Il est déjà 45. Tout le monde veut prendre la parole, je le comprends, mais les auditeurs aussi. Patrick, par exemple, et Pierre, qui sont 2 auditeurs de Sud Radio, qui seront avec nous juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes très nombreux à vouloir intervenir. Benjamin Cuc est avec nous, journaliste spécialisé dans l'automobile. Benjamin Cuc, bonjour. Bonjour. Vous écoutez le débat depuis le début. Qu'avez-vous envie de dire ? Je suis un peu interloqué par 2 choses. Je vous entends mal, là, Benjamin Cuc. Pardon. Allez, la France a autant d'habitants que le Royaume-Uni et 2 fois plus de morts par an sur la route. En outre, tous ces gens qui sont généralement pour la double peine ou pour une totale répression de la délinquance à titre judiciaire sont assez permissifs envers des criminels en puissance. L'expérience Palmade du drogué qui a tué un bébé et a envoyé 3 personnes à l'hôpital nous a montré que les Français détestaient aujourd'hui cette tolérance judiciaire et administrative envers les délinquants de la route. Et là, on constate que M. Darmanin fait un exemple de démagogie en supprimant le petit point qui va rappeler les gens à l'ordre. Parce que si on supprime ce point, les gens ne paieront pas leur amende. Ils la laisseront traîner. Et après, elle sera recouvrée. Et après, ils gueuleront parce qu'ils ont des frais supplémentaires. Il serait peut-être plus pertinent de... Vous avez raison, Benjamin Cuc. Le recouvrement des amendes, c'est l'un des problèmes. N'est-ce pas, Maître Courtois ? C'est un problème, surtout lorsque la voiture appartient à une société. Donc dans l'absolu, c'est ce qui arrivait déjà également aujourd'hui. Les voitures d'un commercial, il n'avait jamais le retrait de points. Et là, mais c'est fini, c'est fini maintenant. Mais c'est une impunité, c'est que les Français sont aperçus qu'on n'appliquait pas la loi en France, et c'est vrai. Palmade est vraiment à part. On va oublier un peu l'affaire. Non, mais je vois pas bien le rapport. En fait, on parle d'une extrême délinquance routière et de 5 km/h. Oui, mais justement, en parlant que du 5, on oublie le principal. Les victimes, on fait quoi ? De la prévention. En fait, on ne parle pas de la prévention. Aujourd'hui, on n'a aucun statut toujours de la victime, aucune aide pour les victimes, aucune prévention. Et la prévention servirait davantage. On parlait de l'argent, très simple. L'alcool et les stupéfiants, quand vous commettez un accident, l'assurance va de toute manière indemniser. Mais si demain on dit à la personne qui a bu, qui a fumé ou qui conduit trop vite, avec cette vitesse large, eh bien vous allez, certes l'assurance va vous payer à votre place, mais vous allez rembourser votre assurance. Je suis certain qu'en termes de prévention, il y aurait des personnes qui réfléchiraient, il y aurait toujours des imbéciles sur les routes. Je suis pas certain. Malheureusement, l'irresponsabilité, je suis pas certain. Je suis même pas certain. Peut-être. Commençons la prévention par plus de gendarmes et de police sur les routes. Plus de gendarmes et police sur les routes. Pierre Morin, vous êtes d'accord ? Ça fait son effet. Bien sûr, évidemment que je suis d'accord. Mais des contrôles ciblés, vous savez, les gendarmes savent très bien les axes où il y a le plus d'accidentologie, où il y a le plus de trafic, ou voilà, ils savent aussi où sont les fêtes votives. Je vous donne l'exemple du Gard encore une fois. Donc une police de la route, Pierre Morin. Oui, en tout cas, au moins, à minima, laisser faire les gendarmes. Déjà, il y a trop de procédures pour les forces de l'ordre avant qu'ils puissent sortir, faire des contrôles. Laissons-les, puisque c'est le terrain qui commande, laissons-les faire leur travail intelligemment, parce que si on les laissait faire leur travail, je pense qu'ils arriveront à faire des contrôles qualitatifs et ciblés. Et je vous garantis qu'un conducteur qu'on prend 1 fois, 2 fois, mot se passe, si vous voulez, à partir du moment où il y a plus de contrôles sur telle route dangereuse, et les gens vont se tenir à carreau. Bien.
Bien, Pierre Morin, merci. Patrick est notre auditeur. Très vite, Patrick Pierre, dans la foulée. Bonjour Patrick, Saint-Laurent, Médoc, en Gironde évidemment. Vous dites il faut mieux signaler les limitations de vitesse, Patrick ? Bah écoutez, je vais vous donner un exemple tout bête. Je suis un monsieur retraité qui cherche à respecter absolument la loi. J'ai un GPS TomTom qui m'indique la vitesse à laquelle je roule est celle en théorie qui est celle limitée à l'endroit. J'ai fait un voyage récent entre Saint-Laurent et Compiègne. J'ai mis 16 heures pour monter, on peut pas dire que c'est un excès de vitesse, oui. Et j'ai mis 16 heures pour redescendre. Et à ma stupéfaction, je suis rentré chez moi, j'avais 2 PV d'excès de vitesse qui me retiraient 2 points de mon permis à la maison. Donc, si vous voulez, souvent mon épouse et moi, quand on circule, on se pose la question, mais à quelle vitesse on doit rouler sur cette route? Parce que malheureusement, les logiciels ne sont pas toujours à jour des vitesses, oui. Et les panneaux sont souvent très peu nombreux. Si je vais prendre l'exemple de l'Angleterre, je suis un ancien directeur commercial d'un groupe britannique export sur l'Europe. Oui. Quand je traversais des villages en Angleterre, j'avais des 45 miles de gravés au sol, enfin de peint sur le sol, abondamment dans tout le village, sur toutes les voies d'accès, sur toutes les voies de circulation. Sur les côtés de ces voies, il y avait également des petits panneaux 45 miles, mais les villages étaient truffés de radars. Donc vous n'aviez aucune raison de dépasser la vitesse parce que vous aviez une information parfaitement claire et totale. Oui. Et quand je compare 45 miles, qui est entre 50 et 60 km/h, oui. Avec le 30 km/h que certains de nos élus imposent dans nos villes, je me pose le problème parce que les Anglais ont moins de morts que nous. Mais c'est vrai. Merci Patrick. Pierre, lui, a une autre idée. Bonjour Pierre. Bonjour cher Jean-Jacques, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors, quelle idée, Pierre? Très rapidement, je passe vite fait sur quand même les prix des autoroutes. Alors qu'on sait que ça sauve des vies statistiquement sur l'énorme masse d'automobilistes, et donc si on baissait les prix des autoroutes, on aurait sans doute aussi quelques vies sauvées en plus. Bon, ça, c'est vrai. Très important. Mes condoléances à toutes les toitures et fenêtres de châteaux. C'est bien gentil d'organiser des lotos pour les châteaux et rénover les châteaux, mais il faudrait peut-être un petit peu d'imagination et organiser aussi, pourquoi pas, quelque chose de ludique, notamment le service public télévisuel, des jeux où on récompenserait, ça pourrait tomber sur la tête de n'importe qui, en tant que bon conducteur serait récompensé par une belle prime, une belle cagnotte, un beau cadeau. Et on inscrirait tout ça, ces gens soi-même. Exemple, moi je pourrais vous inscrire en disant suivez Jean-Jacques Bourdin avec votre hélicoptère, parce que vous allez voir qu'il conduit très très bien, et ça, chacun s'appliquerait. Parfois il dépasse les vitesses, mais bon. Oui, mais donc quand on connaît des bons conducteurs et quand quelqu'un s'applique à conduire, il sait qu'il peut éventuellement. Écoutez, moi j'ai fait une époque de ma vie 100 000 km par an. La route, comme beaucoup, on connaît la route et la route, il faut anticiper le danger. Anticiper le danger, ça veut dire qu'il y a des endroits où vous pouvez rouler vraiment, et il y a des endroits où il faut absolument lever le pied, parce que vous savez que là il y a un risque d'accident, quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça s'apprend. Pierre, je vous remercie. Ça s'apprend. Merci Pierre. Ça s'apprend. Je pense qu'il y a une meilleure formation à mettre en place aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais il y a encore même mieux. Utilisons l'argent des radars automatiques pour refaire les routes. Mais il y a aussi ça. L'argent est passé où depuis des années? C'est ce qu'on demande tous les ans lors du projet de loi de finances. Voilà une question que je vais poser à Gérald Darmanin lorsqu'il va venir ici la prochaine fois. On a eu jusqu'à 60 députés qui nous ont accompagnés sur cette proposition. Voilà, sur l'antenne de Sud Radio, parce que ça, c'est une question essentielle. Essentielle, évidemment. Où passe l'argent? Où passe l'argent des amendes? C'est très compliqué à tracer, puisqu'il y en a une grosse part qui part aux collectivités territoriales. Voilà. Bon, les collectivités territoriales qui en ont besoin, qui le disent. Absolument. Il est 11h56. Merci d'avoir participé à ce débat riche, extrêmement riche. Merci, vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Emmanuel Macron a été réélu il y a un an. Faites le bilan avec nous, 0826 300 300. Est-ce que vous faites encore confiance ou pas au président de la République? Allez-y, vous appelez. Je vais recevoir dans un instant Cécile Riac. Cécile Riac est députée apparentée Renaissance. Je dis bien apparentée Renaissance. Vous êtes députée du Val d'Oise. En commun, c'est bien cela? C'est cela. En commun, c'est le mouvement de Barbara Pompili. C'est cela. Vous êtes bien. D'ailleurs, vous n'avez pas voté, vous êtes absente le jour de la motion de censure. Hein. Alors, on est absent parce qu'en motion de censure, en fait, on ne peut voter que si on est pour.
Voilà, que si on vote pour. C'est pour ça que vous étiez absente, vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté, puisque vous n'avez pas voté pour la motion de censure. Mais vous auriez pu la voter, cette motion de censure, ou pas ? Non, parce que vous êtes opposé à la réforme des retraites, quand même, Cécile Rilhac. C'est pas que nous sommes opposés à la réforme des retraites, c'est que nous avons toujours dit que la manière dont elle était proposée, cette réforme, elle ne nous convenait pas parce qu'elle n'était pas suffisamment juste, particulièrement socialement. Voilà. Donc, on avait émis des réserves. Des réserves, et puis surtout, on avait beaucoup travaillé avec le gouvernement pour faire avancer. Mais vous aviez dit, nous ne la voterons pas. Exactement. Exactement, Cécile Rilhac. Bien, nous allons faire un petit point sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais plusieurs choses. D'abord, l'information qui vient de tomber, revalorisation des consultations médicales de 1,50 € la consultation, c'est bien cela, Félix Mathieu ? Oui, une hausse à minima censée pousser à une reprise rapide des discussions. 2 mois après l'échec de leurs négociations avec l'assurance maladie, les syndicats de médecins libéraux viennent d'apprendre, là, en fin de matinée, que leur consultation augmenterait d'1,50 € à l'automne. 1,50 € en plus, ça monte la consultation à 26,50 € pour les généralistes et 31,50 € pour les spécialistes, hors dépassement d'honoraires. L'arbitre a tranché, c'est-à-dire l'ancienne inspectrice des affaires sociales, Annick Morel. Elle avait été désignée pour solder ce désaccord entre médecins et Sécu. Elle a donc annoncé son verdict tout à l'heure aux 6 syndicats de médecins libéraux, les mêmes qui, fin février, avaient refusé en bloc l'offre par l'assurance maladie d'une enveloppe d'1,5 milliard par an. Ils réclamaient, eux, une revalorisation beaucoup plus substantielle encore. En tout cas, jusqu'à 30 €. Voilà, jusqu'à 30 €. La consultation. Cette hausse de 5 à 6% devrait donc intervenir en attendant fin octobre, début novembre. Bien, Cécile Rilhac, réaction ? Vous êtes députée. Réaction à chaud, justement, député, ça fait partie des choses que nous ne votons pas. Ce sont des accords, en effet, qui se jouent entre les partenaires sociaux. Et nous votons le budget de la sécurité sociale. Bien sûr. Maintenant, il y a des accords. Il faut que quand je dis des, plus loin, accords. Oui, je comprends. Voilà. Il y a des accords qui sont à mener pour aussi le maintien de nos finances publiques et aussi maintenir, ce qui est tout à fait normal, la rémunération des personnels de santé. Des personnels de santé, bien. Cécile Rilhac, autre sujet, nous avons organisé un débat là entre 11h et midi. D'ailleurs, Adrien, qui est l'un de nos auditeurs, voulait appeler entre 11h et midi, mais il y a eu tellement d'appels qu'il n'a pas pu s'exprimer sur l'antenne de Sud Radio. Je lui en donne l'occasion. Vous êtes à Albi dans le Tarn, Adrien, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, sur les amendes, sur la suppression du retrait de points pour les petits excès de vitesse, qu'en pensez-vous ? Alors je trouve que c'est pas une mauvaise idée, mais moi je pousserais un peu plus loin en fait. Oui. Donc en gros, ça serait parce que à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui en abuseraient. On va entre guillemets les plus aisés. Si je suis pas sanctionné sur mon permis de conduire, je peux payer l'amende, c'est pas grave, je le fais tous les jours, entre guillemets. Et ben en fait, moi, là où je pousserais, ça serait au premier excès de vitesse. Bon, il a son amende forfaitaire. On ne lui enlève pas de points sur le permis de conduire. Certes, à la deuxième, troisième fois, l'amende augmente. Parce que là, faudrait pas non plus en abuser. Et à la quatrième, cinquième fois, je sais pas trop. En gros, en cas de récidive vraiment poussée et vue, et là, à ce moment-là, on lui mettrait encore une plus grosse amende avec un retrait de points effectif. Du coup. D'accord, je comprends. C'est une bonne idée d'ailleurs, hein. Mais en fait, c'est déjà un petit peu ce qui existe. En fait, si on reprend comment le permis à points est construit, c'est déjà un petit peu ce qui existe. Puisque alors aujourd'hui, ça fait 3 ans que c'est en place maintenant, mais si vous savez, vous êtes dans les petites infractions au permis, si au bout de 6 mois, vous n'avez pas commis d'autres infractions, vous récupérez votre point. Donc en fait, ce que dit monsieur, en disant au début on ne perd pas et au fur et à mesure on perd, en fait ça marche mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout le monde perd le point, mais au bout de 6 mois, lorsque vous avez été un automobiliste responsable et plus d'amende, on vous récupérerait plus vite votre point. Vous êtes favorable à la mesure de Gérald Darmanin ? C'est une mesure en tout cas qu'on avait beaucoup entendu sur les territoires. C'est ce sentiment d'injustice surtout, et c'est bien ce que le ministre de l'Intérieur a dit, c'est quand souvent ce sont des petits excès qui sont liés à de l'inattention. Et là aussi, c'est pour ça que votre auditeur a raison. Il faut faire attention entre ceux qui pourraient en abuser, pour qui ça deviendrait une habitude, et c'est-à-dire de toujours contourner le code de la route, et puis ceux où en effet, et ça nous arrive, on sait, on est préoccupé. Bien sûr. Vous êtes sur des circulations à 30 km/h à certains
certains endroits à 50 km/h, à d'autres, eh bien oui, perdre un point peut-être alors que vous êtes à 52 au lieu de 50, bon. Ça peut être une bonne chose. En tout cas, pour apaiser le climat, c'est certainement une bonne chose. Bien, il est 12h12. Merci d'être avec nous, Cécile Riac. Merci, Adrien. Nous allons... bon, j'ai plein de questions à vous poser. On va parler éducation aussi. Il est 12h12. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, entre 12h10 et 12h30, Cécile Riac, qui est députée du Val d'Oise, apparentée Renaissance. Cécile Riac, vous êtes membre de la commission culture et éducation de l'Assemblée nationale. Alors, culture, en marge de la contestation de la réforme des retraites, j'ai entendu la CGT Énergie nous dire qu'elle allait couper le courant, faire des interventions, par exemple lors du festival de Cannes et tout. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ou pas, non ? Je pense que c'est toujours contre-productif quand on décide de couper justement le courant sur des grands événements, ou même sur des villes entières. Ça peut même en être dangereux. Regardez ce qui s'est passé à Annonay, ce qui s'est passé chez moi dans le Val d'Oise, quand chez nous on avait quand même 2 personnes qui se retrouvaient en urgence absolue à l'hôpital parce qu'ils étaient en fait sous oxygénation quand il y a eu une coupure d'électricité au moment d'un événement. Donc il faut être très prudent avec les coupures d'électricité et puis marquer le coup. Perturber un festival comme le Festival de Cannes, service de la culture et surtout du cinéma, est-ce que ça va dans le sens de vouloir renouer le dialogue ? J'entends la colère. Vous entendez la colère ? Vous l'entendez dans votre circonscription ? Parfaitement la colère. Je trouve qu'il y a quand même des moyens d'expression un petit peu moins radicaux. Oui, alors justement, sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'est exprimé dans Le Parisien. Il l'avait fait avec moi sur Sud Radio jeudi à Ganges. Il me disait jeudi, nous gardons cette réforme, nous ne reculerons pas. Il l'a redit dans Le Parisien ce matin. Donc, il y aura une motion de censure le 8 juin, déposée par le groupe Lyot. Est-ce que vous la voterez ? Alors, c'est pas une motion de censure. Le groupe Lyot a proposé une proposition de loi qui reviendrait sur les 2 articles les plus qui posent débat, les 64 ans et l'accélération. Voilà. Donc moi je vais en discuter avec nos adhérents en commun. On va en discuter au sein du groupe parlementaire. Mais c'est vrai que par rapport à nos positions aujourd'hui, je me pose la question. Je ne vais en tout cas de but en blanc, je vous dirai pas que je vais voter contre. C'est important ce que vous dites, Cécile Riac. C'est-à-dire que le 8 juin, vous pouvez voter pour la suppression de ces 2 articles. Je peux m'abstenir ou voter pour la suppression de ces 2 articles, d'autant plus que, on fera un petit aparté sur la réforme des retraites, mais le Conseil constitutionnel a quand même censuré des mesures qui étaient les plus sociales de ce texte. Donc là, aujourd'hui, on a un texte qui est réellement que budgétaire. Qui ne vous convient pas. Et donc moi, je continue... Ce texte ne vous convient pas ? Ce texte ne me convient pas parce que derrière, on doit aussi avoir un travail avec les partenaires sociaux sur le travail. Pendant cette réforme, pendant tous les débats, les 64 ans, en fait, pour moi, c'est une partie simplement immergée de l'iceberg. C'est un petit peu le chiffon rouge que tout le monde agite. Or, des gens comme moi, de toute manière, 64 ans, j'y suis condamné depuis la réforme Touraine. Donc, pour moi, c'est pas l'âge le véritable problème. Par contre, ce que j'ai entendu sur mon territoire, c'est en effet tout ce qui est les conditions de travail. Comment est-ce qu'aujourd'hui on travaille après le Covid, avec le télétravail ? Comment est-ce la pénibilité ? Comment est-ce qu'on fait pour en effet désormais la supporter ? Comment est-ce qu'on fait pour changer de métier ? Parce qu'on peut avoir un travail pénible à un moment de sa vie, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir travailler en bonne santé, peut-être jusqu'à 60, 67 ans ? Les vraies questions, peut-être, elles se posent là. Alors, je rappelle que votre territoire, c'est le Val d'Oise, Cécile Riac. Bien. Emmanuel Macron, dans Le Parisien, a aussi dit « Je dois me réengager dans le débat public ». Se réengager dans le débat public, il en a besoin ? Il en a besoin. La parole du président est toujours très attendue. Et nous avons un président qui n'a pas peur. Elle est très contestée. Elle est peut-être très contestée, mais elle est attendue. Et nous avons un président qui n'a pas peur de discuter avec les gens. Il n'a pas peur, il va au contact et il discute. Et ça, ça peut nous faire du bien aussi. Parce que ça permettra aussi au président, mais comme le gouvernement et la première ministre l'avaient fait aussi, d'expliquer aussi le pourquoi cette réforme, si on repart ses retraites, est nécessaire. Mais il n'y a pas que ça. La transition écologique, l'éducation, la santé. Je vais parler de l'éducation. Un mot sur l'immigration. Il a dit aussi, il faut une loi efficace et juste. Un seul texte. Ça veut dire que peut-être utilisation du 49.3. Sur le projet de loi immigration. Mais tout dépend, tout dépend de ce que va contenir ce texte. Si en effet il y a un texte équilibré avec une partie justement sur le travail, sur l'intégration, parce que nous avons besoin d'une immigration aussi. Je vous rappelle qu'il y a une immigration du travail, bien entendu. Et après, comme l'ont toujours dit, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le président ou la première ministre, après il y a cette lutte contre
l'immigration illégale, et comment est-ce qu'on fait pour bien gérer les deux sujets. Eh bien, à propos d'immigration et à propos d'immigration travail, nous serons encore une fois avec Gérald Darmanin, première semaine de mai, après le 9 mai. Je pense que ce sera cette semaine-là. Il sera avec moi pendant 1 heure pour répondre aux auditeurs. L'éducation, jeudi à Ganges, nous y étions. Le président de la République a annoncé des revalorisations pour le personnel de l'éducation nationale. Alors, je voudrais entrer un peu dans les détails parce que on n'a pas tout compris. D'abord, les augmentations, premières augmentations qui sont des augmentations générales de 100 à 230 € par mois. Qui sera concerné? Et quelles sont les conditions? Alors, justement, il n'y a pas de conditions. Sur cette partie qu'on appelle socle, il n'y a pas de conditions. Tous les personnels d'éducation sont concernés. Pour ça, je parle d'éducation. Personnel d'éducation. Ça veut dire les professeurs, bien évidemment, du premier et du second degré, mais aussi les psychologues EN, mais aussi les CPE, mais aussi, par exemple, les professeurs documentalistes. Donc, tous ceux qui sont en exercice dans les établissements scolaires, de la maternelle jusqu'en terminale. Bien, et en BTS. Ça c'est la première chose. Autre cadre, un pacte proposé par le gouvernement aux enseignants, c'est ce qu'a indiqué Emmanuel Macron, un pacte qui va permettre à des enseignants de toucher jusqu'à 500 € par mois en plus. Oui, mais là, il y a des conditions. Là, il y a des conditions. Notamment, première condition, le remplacement. Alors, dans le second degré, donc la première des conditions, en effet, dans le second degré, en collège-lycée. Donc en collège-lycée, un enseignant qui va s'engager dans le pacte s'engage à faire 18 heures de remplacement au moment où l'établissement... 18 heures par mois 18 heures, c'est-à-dire le pacte, c'est 18 heures. Dans l'année. 18 heures dans l'année. Voilà. D'accord. Donc il pourra d'ailleurs cumuler plusieurs pactes. S'il fait par exemple ces 18 heures en 2 mois, en 2 mois, eh bien il pourra faire un second pacte de 18 heures sur le reste de l'année. Oui. Donc, mais par contre, pour pouvoir ensuite s'engager dans les autres volets du pacte qui ne sont pas forcément devant élèves. C'est là aussi la différence. Donc, qui sont peut-être des engagements sur le travail d'équipe, le travail de concertation, le travail de préparation d'un projet beaucoup plus important, l'orientation, l'accompagnement des élèves. Tout cela, donc, ce sont le second volet. Des heures en plus de travail. Du pacte, mais qui ne sont pas forcément en face à face élèves. J'ai compris, ce sont en quelque sorte des heures supplémentaires payées, quoi. Et payées le double quasiment. Et payées le double. Ah ben oui, parce que et surtout, pas déductible des impôts. Et normalement non déductible des impôts. Ça a été dit. Oui. Ça a été dit par le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. C'est-à-dire que lorsque, en effet, on est dans le pacte, normalement, c'est également défiscalisé. Il doit le confirmer. Il doit le confirmer. C'est intéressant ça, hein, parce que c'est très important. Les enseignants se posent la question, et puis nous, ce sont les retours tout de suite qu'on a. Donc les informations très importantes pour les enseignants, c'est que lorsqu'ils s'engagent dans cette deuxième partie, c'est payé plus que les heures supplémentaires, que s'ils faisaient le même travail, payé en ce qu'on appelle dans le jargon éducation nationale HSE, heures supplémentaires effectives, et normalement, il y aurait une défiscalisation. Ce qui n'est pas le cas, en effet, de la partie socle, puisque ce sont des primes. Et donc, comme ce sont des primes, elles rentrent, en effet, dans la part imposable. Ben, évidemment. Bien, alors... Autre mesure annoncée dans le Parisien par le président de la République, une restauration écologique des écoles. Un gros effort, dit-il, mais c'est déjà engagé la restauration écologique des écoles. Alors, cette restauration, nous l'avons déjà engagée avec le plan France Relance. C'est toujours de la communication, mais... c'est surtout que si on n'en avait jamais reparlé, c'est-à-dire qu'on avait eu le plan France Relance où il y avait un gros volet de rénovation des bâtiments publics. Mis à la main, donc des enveloppes mis à la main des collectivités locales. Là, ce que le président réaffirme, il réaffirme que dans le cadre de la transition écologique et énergétique, il va y avoir de nouveau des efforts qui sont faits, et pas sur tous les bâtiments publics. Là, il cible véritablement les écoles. Et ça, c'est important aussi pour le budget de nos communes, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les maires, ils nous disent, justement, les écoles, eh bien, pour eux, c'est un gouffre énergétique. Bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aider ? Donc déjà, meilleures conditions de travail, parce que c'est quand même plus agréable lorsqu'on est dans des écoles qui sont bien isolées, que ce soit d'ailleurs pour le chaud comme pour le froid. Et ensuite, derrière, c'est une manière aussi d'aider les collectivités territoriales dans leur finance publique. Avec aussi de la végétalisation des cours d'école. C'est-à-dire qu'on met des arbres, on met des pelouses, je ne sais pas, on cultive des légumes, je ne sais pas moi. On met des poulaillers. Des poulaillers. Voilà. Et puis c'est aussi une autre manière aussi de, je trouve,
végétaliser les cours d'école, c'est aussi désaseptiser un petit peu l'école. Parce que fut une époque quand les enfants couraient un petit peu dehors, je dirais que s'ils revenaient avec les mains pleines de boue et quelques taches sur leurs pantalons, c'est peut-être pas si grave que ça en fait. Mais si justement ça permet aux enfants d'aller toucher des feuilles, d'aller voir que il existe des insectes, qu'il y a des papillons qui volent, et puis qu'il y a des arbres différents, pourquoi pas? Oui, et puis ça leur apprend. Et puis dans le cadre de la transition, et dans le cadre de la transition énergétique, très important, une cour d'école végétalisée, c'est de l'ombre. C'est de l'ombre aussi, et avec les périodes de chaleur que nous connaissons, ça permet aussi peut-être de mieux climatiser naturellement nos cours d'école. Merci Cécile Riec d'être venue nous voir. Je vous remercie. En commun, vous êtes combien? 4 députés dans le groupe. On est aujourd'hui 4 parlementaires. Avec Barbara Pompili comme chef de file. Mireille Clapeau et Stella Dupont. Voilà, j'aimerais bien la voir venir d'ailleurs. Barbara Pompili, vous pouvez lui transmettre le message. Bien, il est 12h26. Merci. Vous êtes sur Sud Radio. Vous savez que c'est un plaisir de vous retrouver tous les matins entre 10h30 et midi et demi. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous ici sur l'antenne de Sud Radio, évidemment. C'est l'heure d'André Berco.